Bonsoir à tous, donc je suis Léna Stéphane, donc je suis déléguée Amérique latine pour les ambassadeurs de la jeunesse. Donc ça fait 1 an et demi environ que j'ai rejoint l'association. De mon côté, j'ai fait des études de relations internationales, donc un master relations internationales. Et j'ai fait à 2 reprises des échanges universitaires en Argentine, donc 1 an à Cordoba et 6 mois en Argentine. Ensuite, j'ai fait des stages à la section politique de l'ambassade d'Argentine en France et à l'ambassade de l'Uruguay en Éthiopie, donc auprès de l'Union africaine principalement. Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est une conférence sur l'Amérique latine. Quel développement à l'aune d'un nouveau cycle politique? Donc, les 2 grosses notions de cette interrogation sont le développement, donc que ce soit le développement économique, qui est bien sûr un pilier très important et surtout pour l'Amérique latine, mais aussi le développement culturel, social ou encore diplomatique entre les différents États et leurs relations avec les autres pays du monde. Ensuite, on va parler du nouveau cycle politique. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des idées, des connaissances sur les précédents cycles politiques qu'a vécu l'Amérique latine, même avant? Des idées? La dictature militaire. Oui, bien sûr. Dans les années 60 jusqu'à les années 80. Exact. Le Brésil. Ensuite, il y avait, il me semble, des monarchies avant ça. Et après, il y a le passage à la République, puis les dictatures. Et maintenant, on est dans une tentative de construction démocratique. Voilà, en fait, il n'y a pas vraiment eu de monarchie puisque c'était colonisé principalement par le Portugal ou l'Espagne. Donc c'est les libérateurs qu'on appelle Simón de Bolívar, José de San Martín. Donc José de San Martín, ça va être tout ce qui est surtout l'Argentine, la côte sud, alors que Bolívar, donc le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, enfin tout le cône nord, enfin la partie nord de l'Amérique du Sud. Ensuite, on aura eu des tentatives, des régimes présidentialistes et justement des dictatures militaires, plusieurs dans plusieurs pays, autour des années, jusqu'aux années 80. Et on va avoir un retour à la démocratie dans les années 80 qu'on appelle la transition démocratique. Et en fonction des pays, on va surtout appeler la période actuelle comme une consolidation démocratique. Donc voilà. Et donc c'est vraiment par vague. Pendant les années 80, on a eu un retour à la transition démocratique. Et c'est autour des années 2000 qu'on va avoir vraiment une poussée, un intérêt pour les présidents, les dirigeants, la politique en Amérique latine. Et on va avoir une hégémonie de présidents, de personnalités qui vont mettre en place des politiques qui structuraient, qui donnaient une nouvelle forme d'organisation sociale, politique, diplomatique et économique au continent, qui va commencer à s'affaiblir jusqu'en 2008, donc à la crise économique de laquelle le continent ne s'est pas encore relevé, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la période de 2015 où là vraiment on sent une fracture et une recomposition générale de la politique en Amérique latine. Donc dans ces années 2000-2010, on va avoir les personnalités. Chavez, une des personnalités les plus importantes, qui a été élue en 1998 au Venezuela. On aura Lula au Brésil, le couple Kirchner en Argentine, Michelle Bachelet au Chili, Evo Morales en Bolivie, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs. C'est un petit peu la dernière marque de cette hégémonie de gauche sur le continent. Rafael Correa en Équateur. Et donc voilà. Cette période se termine autour des années 2015, donc ça fait vraiment seulement 4 ans.
finalement, c'est quand j'étais en Argentine, justement, qu'on a vu Macri se faire élire en Argentine. Donc c'était la fin du kirchnerisme, ce qu'on appelle le kirchnerisme, du couple Kirchner qui avait été plus d'une dizaine d'années au pouvoir. Et donc voilà, ça avait commencé surtout avec la destitution de Dilma Rousseff au Brésil, donc Macri ensuite en Argentine, et s'en sont suivis, surtout en 2018, une série d'élections où là vraiment on va voir une reconfiguration totale. Donc voilà, en 2018 on aura le Paraguay, la Colombie, le Brésil avec Bolsonaro, qui était vraiment quelque chose dont on a beaucoup parlé médiatiquement aussi en France. Et puis le Mexique, le Mexique c'est quelque chose à part parce que malgré le fait que culturellement, linguistiquement ce soit un pays latino-américain, il est situé en Amérique du Nord, et ses relations justement avec le Canada et les États-Unis font qu'il va avoir une conjoncture différente du reste de l'Amérique latine. Et là en fait c'était, on va dire, un petit peu inversé. Le Mexique était à droite et plutôt passé à gauche maintenant avec l'élection le 1er juillet 2018 de Andrés Manuel López Obrador, qui a pris ses fonctions au début de l'année 2019, 1er janvier il me semble. Donc voilà, on va avoir vraiment une reconfiguration totale des politiques en Amérique latine par ces élections, puisque comme le montre cet article que nous a rédigé un de nos adhérents en Argentine sur les effets de la concentration du pouvoir politique en Amérique latine, le système présidentialiste en Amérique latine tend vraiment vers l'hyper-présidentialisme. On a vraiment une concentration du pouvoir qui fait qu'on a une faible alternance politique. C'est aussi ce qui explique en certains cas la corruption, enfin ce genre de problèmes qui reviennent souvent sur cette zone. Et donc, quand on a une élection présidentielle, une élection générale en Amérique latine, on va vraiment avoir un changement radical. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a une certaine vue sur la longue durée, des intérêts qui se maintiennent dans le temps, tandis qu'en Amérique latine, on va vraiment voir une coupure de ces politiques, de ces organismes. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant de voir par rapport au développement, puisque le développement, c'est quelque chose qui, par son essence, se veut être des programmes, des choses qui se font sur le long terme. On se développe, c'est pas pour une journée, on se développe pour une longue période. Et c'est justement ça qui est intéressant de voir, c'est qu'avec les nouveaux cycles politiques, on va avoir un revirement de situation, une remise en cause de tous les programmes de développement qui avaient été promus, puisqu'aussi avec l'hégémonie des présidents de gauche, on a vu une entente entre les différents États qui, entre eux, s'accordaient et ont mis en place divers organismes, comme par exemple la UNASUR, qui était l'Union des Nations Sud-Américaines, qui avait d'ailleurs des projets de développement qui était le FOSEM, donc le Fonds de Convergence Structurelle. Ah non, ça c'était pour le Mercosur. C'était le COSIPLAN, le Conseil Sud-Américain pour les infrastructures et la planification, par exemple, qui était vraiment pour mettre en place donc, tout ce qui était infrastructure, les routes, etc. entre les pays. Maintenant, les pays, enfin les nouveaux mandataires, les nouveaux présidents boycottent ou sont entièrement sortis de l'UNASUR, parce que pour eux c'était vraiment l'organisation des partis de gauche, et comme eux ils se veulent maintenant de droite, ils ne se sentent plus appartenir à cet organisme. Donc tous les programmes qui avaient été mis en place sont restés un peu en suspens. Et donc voilà, en fait on va avoir des choses comme ça qui vont apparaître.
Mais à côté de ça, on a aussi tout ce qui est le développement par exemple social, puisque ces présidents de gauche mettaient en place des politiques sociales très importantes. Il faut savoir que l'Amérique latine est le pays le plus inégal au monde, enfin le continent le plus inégal au monde. Il y a une très grande concentration de richesse entre très peu de personnes et un énorme taux de personnes qui se trouvent dans l'extrême pauvreté ou dans la pauvreté. Les évolutions aussi démographiques font que les personnes les plus pauvres sont celles qui ont le plus d'enfants, etc. Donc on a encore plus, ça accentue le phénomène. Donc voilà, même si par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des politiques sociales de Lula, de Chavez, qui voilà, veillaient à ce que tous les enfants aient accès à la santé, à un minimum un repas par jour, à l'éducation. On a eu des progrès, ça s'est noté, on a vu de très grands progrès qui ont été reconnus par les Nations Unies, par les instances, les organismes internationaux. Le problème, c'est que ça ne répondait absolument pas à l'ampleur du problème. Et maintenant, avec Bolsonaro au Brésil, à la place de Lula ou même Dilma Rousseff avant, toutes ces politiques sociales se sont vues baisser. Bon, il faut savoir aussi que il n'y a pas que la conjoncture politique allait avec la conjoncture économique du continent et aussi du monde. Puisque pendant les années 2000, on a quand même vu un développement économique. L'Amérique latine est très riche en ressources premières. Donc voilà, c'est comme le Venezuela qui a beaucoup de pétrole. Je pense que vous savez un petit peu. À cette époque-là, ils recevaient beaucoup de monnaie, d'argent, de richesse grâce à ces matières premières. En 2014, on a vu un effondrement total du prix des matières premières. Voilà, depuis la crise de 2008, donc par exemple une chute de 50% du prix du pétrole et du fer en 2014, 26% pour le blé, 35% pour le sucre, qui sont vraiment les choses que produisent le plus le continent. Donc forcément, toutes ces politiques sociales qui reposaient sur l'économie de rente se sont effondrées et donc on ne pouvait plus suivre aussi, c'était une convergence des problèmes. Donc la crise économique s'est transformée et était en parallèle avec une crise politique qui fait que voilà, le développement, de quel développement justement on va parler. C'est pour ça qu'on va avoir une forme interrogative. Qu'est-ce qui va être, à l'heure d'aujourd'hui, le modèle de développement que pourront suivre les nouveaux mandataires? Puisque si on avait avant une hégémonie de gauche, on n'a pas non plus d'hégémonie de droite maintenant. On va avoir des pays qui vont s'intéresser à leurs intérêts personnels ou aussi qui vont se tourner vers d'autres puissances, notamment l'Asie, la Chine qui est de plus en plus présente, qui investit beaucoup en Amérique latine, des accords transpacifiques entre les différents pays latino-américains et l'Asie. Et donc voilà, ça je peux dire ça. Donc voilà, ça va être vraiment une remise en cause de toutes ces questions-là. Donc voilà, ensuite le développement culturel, donc, qui va aussi en pâtir, puisque par exemple au Brésil, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bolsonaro a réduit beaucoup de parts de sommes qui allaient pour le ministre de la Culture, qui a été supprimé. Enfin voilà, plein de programmes comme ça qui vont remettre en cause
ces formes de développement, mais on va aussi voir de nouvelles formes justement de développement, notamment par tout ce qui sont l'émergence de nouveaux mouvements civils, c'est-à-dire que les crises économiques, les crises politiques font que la société civile se mobilise. Et justement, on va avoir des propositions de nouvelles formes de développement, des modèles plus inclusifs, qui vont vraiment prendre compte de toutes les populations et justement, sur le plan des inégalités et tout ça, proposer un nouveau modèle qui n'est absolument pas repris, bien sûr, par les politiques pour le moment. Mais voilà, c'est aussi une autre forme de développement, quelque chose de moins institutionnel, mais qui est en train de se mettre en place en Colombie, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger au Brésil aussi, puisque Bolsonaro a été élu, donc c'est, on va dire, mauvais pour le développement, peut-être pas économique, mais surtout sur le plan culturel, social, enfin, voilà. Mais Lula, avant d'être déclaré non candidat par le tribunal électoral, avait la majorité les statistiques le donnaient comme vainqueur de la présidence s'il avait pu être candidat. Donc on a quand même des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec les politiques de Bolsonaro au Brésil. Donc ces personnes-là mettent en place de nouveaux mouvements de protection de l'environnement, de choses comme ça. Bon, bien sûr, ce ne sont pas eux qui signent les contrats, donc forcément ça a moins d'impact. Mais on voit ce développement social-là aussi. Donc voilà, on peut revenir si vous voulez sur une forme de développement ou si vous avez des questions par rapport à ça. Sur le développement culturel en fait. Qu'est-ce que c'est que l'impact par exemple, si vous avez des exemples? Alors justement, le Brésil qui a supprimé le ministère de la Culture. En fait, on va avoir une baisse de la part, par exemple, du PIB qui est mise pour la culture, pour les musées, pour ces choses-là, pour la recherche, enfin, toutes ces formes-là. On va avoir une baisse de toutes des dépenses publiques de manière générale, et ensuite, pour ces ministères-là, ces choses-là. Maintenant, le développement culturel en Amérique latine, c'est vrai que le continent a une culture très riche. Donc voilà, ce qui serait intéressant aussi, c'est dans ces mouvements civils de voir justement, par exemple, les peuples indigènes autochtones qui existent en Amazonie ou peu importe, puisque l'Amazonie n'est pas qu'au Brésil, mais aussi dans tous les autres pays comme au Pérou, en Colombie aussi. Il y a vraiment une richesse culturelle importante qui pourrait justement émerger grâce à ces mouvements civils, la communauté internationale, justement l'intégration de toutes ces organisations non gouvernementales, enfin voilà, dans les instances internationales pour justement faire valoir leurs droits, mais pas forcément via leur propre gouvernement. Vous avez d'autres questions? On a fait une petite présentation générale, mais du coup c'est vrai que je suis allée un petit peu vite, donc voilà, en fait c'est pas grave. Du coup je vais vous reparler par exemple du développement économique, du modèle de développement économique au niveau des organismes qui existent en Amérique latine. Donc voilà, en gros, il y a 3 organisations qui donnent des prêts et qui soutiennent le développement, on va dire, économique en Amérique latine, qui sont la Banque mondiale,
la Banque interaméricaine de développement, et la CAF qui est la Banque de développement de l'Amérique latine. La BID a été créée en 1959. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ouais, alors il y a la Banque mondiale. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour tous les pays du monde, quoi. Le BID, donc la BID, donc c'est Banque interaméricaine de développement, qui a été créée en 1959 et qui sert justement de soutien financier et technique pour les projets de développement des pays latino-américains. Donc voilà, c'est vraiment le premier organisme, la première source de financement pour les projets. Donc voilà, ça passe par des financements, des dotations, une assistante technique et des recherches. Donc voilà, après ça passe par plusieurs... c'est de l'intégration économique, donc forcément ça va être inclusion sociale, égalité, productivité, innovation et intégration économique régionale, mais aussi internationale au sein des instances internationales. Et donc la CAF, donc ça c'est la Banque de développement de l'Amérique latine. Donc là c'est un groupement de banques. On va aussi avoir des banques espagnoles et portugaises et 13 banques privées de la région. Donc voilà. Ensuite... J'ai juste une question concernant le financement des projets. Est-ce qu'ils mettent vraiment en lumière les projets environnementaux ou c'est ancré vraiment sur le développement économique? Non, justement, c'est plutôt économique et c'est pour ça que maintenant ces projets-là sont beaucoup, on va dire, critiqués et surtout par les populations. Et ça fait aussi partie justement des mouvements civils qui sont, on va dire, contre et qui dénoncent les dégâts environnementaux de ce genre de programme. Donc c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment un point intéressant propre à l'Amérique latine qui fait qu'on est tout ce qui est, on va dire, plus institutionnel, qui dépend de l'État, et tout ce qui est moins institutionnel, moins bureaucrate, et qui va émaner de la société civile, des populations justement, on va dire, moins riches, pour la préservation de leur mode de vie, de leur culture et de leur environnement, mais de l'environnement de tous, en fin de compte. Et donc voilà, il va y avoir, oui, forcément des programmes en lien avec l'environnement, mais il va y en avoir d'autres qui ne vont pas parler de l'environnement et qui vont presque pas le prendre en compte. Et donc voilà, donc dans tous ces programmes-là, on a aussi tous les organisations régionales, les organismes régionaux. Par exemple, en ce moment, il va y avoir, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des négociations entre le Mercosur. Donc, le Mercosur, c'est un organisme régional qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Donc ça fait les deux gros et les deux petits, qui sont en train de négocier avec l'Union européenne. Et on n'a aucun aspect environnemental ni écologique dans les discussions. Alors que quand même, on va parler d'exportation de produits agricoles, de blé, de soja, qui utilisent des pesticides, des produits qui sont souvent critiqués même au sein de l'Union européenne. Et donc voilà, oui, ça fait partie des enjeux actuels, des choses qui ont été développées dans ces programmes qui aujourd'hui sont remises en cause. Parce que concernant la Banque mondiale, je sais que lorsqu'on lui soumet des projets, elle regarde si les projets ne portent pas atteinte à l'environnement avant de financer le projet en question. Oui, mais alors, la Banque mondiale, c'est un des investisseurs, donc c'est pas tous les investisseurs, malheureusement. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de corruption, de choses comme ça. Donc,
pense que voilà, il y a un impact sur l'environnement, mais il y a aussi des impacts à long terme qui ne sont pas toujours pris en compte. Et, enfin, après, oui, c'est pas forcément économique, ça va être aussi de l'inclusion sociale, ça va être aussi d'autres thématiques qui vont être problèmes. J'ai aussi une petite question concernant les organismes qui donnent l'argent. Est-ce qu'il y a des conditionnalités, comme c'était le cas dans les années 80-90, dans lesquelles il y a eu la nécessité d'appliquer les consensus de Washington pour pouvoir avoir un prêt? Est-ce que dans ces trois, on sait très bien que la Banque mondiale vit, mais dans les BIT d'ailleurs, mais le cas de la CAF, est-ce qu'il y a beaucoup, ils ont changé leur stratégie concernant les prêts? Est-ce que c'est encore à des taux d'intérêt très élevés dans lesquels les pays se retrouvent avec une dette très importante qu'ils n'arrivent jamais à, enfin, où ils payent juste les services de la dette, mais ils ne payent pas la dette en soi. Et si, voilà, s'il y a encore ces conditions fortes pour obtenir un prêt. Je suis sûre que ça n'a absolument pas changé. Enfin, l'organisme est toujours d'actualité, donc il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a eu vraiment de changement là avec le nouveau cycle politique. Enfin, c'est un petit peu le sujet de. Il n'y a pas vraiment eu de remise à niveau quand on voit la crise que vit l'Argentine ou le Venezuela. Je pense que voilà, l'Argentine a dû payer les dettes. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Voilà, et la CEPAL, elle donne pas des prêts, mais elle fait des conseils. Oui, la CEPAL étant aussi la commission. Donc la CEPAL, c'est la commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc voilà, elle fait beaucoup de recherches, de conseils. C'est un des bureaux qui nous donne le plus d'informations, on va dire, sur les statistiques en Amérique latine et qui font justement tous les ans, ou enfin sur, je sais pas tous les combien, ils font des recherches, ils publient qu'est-ce qu'il en est sur la situation avec des conseils par pays, par thématique, pour le développement, pour contre les inégalités, contre la corruption, contre les problématiques directement liées à l'Amérique latine. Voilà, et du coup, je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Sur le nouveau cycle politique et justement l'évolution de tous ces prêts, etc. En fait, quand on a eu la crise économique, on a eu donc les personnes ont voté pour des gouvernements, on va dire, plus de droite, qui s'étaient notamment fait élire pour redresser l'économie. Par exemple Macri en Argentine, qui était un homme d'affaires. Donc voilà, on voulait vraiment passer du social, on voulait arrêter de faire tout ce qui était du social, enfin dans l'imaginaire des citoyens, pour justement avoir une amélioration économique des personnes qui venaient qui sortaient à peine de la pauvreté, qui avaient eu accès à une sorte de classe moyenne, qui voulaient justement rester dans cette classe moyenne et qui ont donc voté pour des présidents tels que Macri, Bolsonaro, aussi au Brésil, des choses comme ça. Mais en fin de compte, quand on voit par exemple le cas de l'Argentine, qui va avoir de nouvelles élections donc, cette année, Macri n'a pas vraiment redressé l'économie. Justement, la crise, le pays s'est enfoncé encore plus, on va dire, dans la crise. Et voilà, ça fait aussi partie de ce qui s'est passé justement dans cette reconfiguration, dans ces élections. Excusez-moi. Oui. Est-ce quand l'élection du président? Alors Macri a été élu en 2015 et il finit son mandat à la fin de l'année. On va aussi avoir des élections en Bolivie, en Uruguay et il me semble que c'est ce week-end dans quel pays les élections de cette année? Au Guatemala, voilà. C'est les 4 dernières élections. Donc voilà, c'est surtout le cône sud. Maintenant, on a eu
début d'année tout ce qui est Amérique centrale, donc le Salvador, le Panama et le Guatemala. Puis on va voir le cône sud au mois d'octobre avec la Bolivie, l'Argentine et l'Uruguay. Donc en Uruguay, c'est un pays qui est, on va dire, assez stable, politiquement en tout cas. En Argentine, la crise est toujours là, ça fait déjà plusieurs années. C'est un pays pareil, beaucoup de volatilité macroéconomique, beaucoup d'inflation, des problématiques, voilà, des problèmes sociaux qui s'intensifient aussi. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et en Bolivie, on a donc Evo Morales, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, qui est vraiment le dernier, enfin un des derniers avec le Venezuela, donc qui est un petit peu, c'est un peu compliqué, mais Evo Morales qui n'est pas aussi critiqué que son ami vénézuélien, qui ne pouvait pas se représenter, mais donc il a fait un référendum. Les citoyens ont dit non, qu'ils ne voulaient pas qu'il se représente, mais il a contourné par le tribunal électoral qui a décidé qu'il pouvait quand même se représenter, donc il va se représenter. On a beaucoup d'anciens présidents aussi qui se présentent pour les élections en Bolivie, donc on n'a pas vraiment de nouvelle élite politique, ça va être un petit peu des anciens politiciens boliviens qui reviennent sur le devant de la scène. Mais justement, c'est intéressant de voir quelles ont été les avancées en Bolivie, puisque donc, la Bolivie, c'est un pays qui a aussi beaucoup de matières premières, et notamment le lithium dans les déserts de sel, donc vraiment au sud du pays, qui sert à faire tout ce qui est les batteries. Donc les batteries de téléphone, les batteries de voitures électriques, on va servir de plus en plus. Donc c'est vraiment une richesse très importante pour ce pays. Et donc Evo Morales, qui a fait des programmes sociaux aussi, puisqu'il faisait partie de ces présidents de gauche, a aussi réussi, on va dire, stabiliser l'économie. Et l'économie se porte assez bien grâce à ces programmes. Bon, tout n'est pas parfait, mais c'est un pays qui reste, on va dire, assez stable économiquement dans le continent. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Est-ce que vous avez parlé du Mexique? J'ai parlé un petit peu du Mexique, donc j'ai expliqué que justement c'était un pays latino-américain, donc culturellement, linguistiquement, mais que comme il se situe en Amérique du Nord, on a eu un petit peu aussi donc, un nouveau cycle, mais à l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci on est passé plutôt de la droite à la gauche. Mais du coup, c'est aussi intéressant de parler des plans de développement du Mexique. Je ne me rappelle plus exactement les 5 piliers, etc. Mais en fin de compte, c'était des programmes qui ressemblaient justement aux plans de développement qui avaient été promus précédemment par les pays, les présidents de gauche, de l'hégémonie de gauche, comme ce que vous parlez. Du coup, est-ce que tu connais un petit peu exactement le plan de développement d'AMLO ou... Oui, il vient de faire d'annoncer les plans nationaux de développement. Il a envoyé à la Chambre basse et c'est un programme en fait c'est un petit résumé, on dirait, c'est 64 pages. La première fois qu'on envoie un plan de développement si petit, parce que d'habitude c'est 300 pages. Et il n'y a pas de graphiques, en fait c'est plutôt pour certains très démagogique, mais pour d'autres c'est plutôt quelque chose de très concret dans lequel il montre les changements, un virage entre le néolibéralisme et la nouvelle politique sociale de gauche. Et il y a donc forcément donc il va y avoir une intervention beaucoup plus importante de l'État, parce que dans les années, on va dire, de 1982, avec Miguel de la Madrid jusqu'à Enrique Peña Nieto, il n'y a pas eu vraiment, il y a eu une politique dans laquelle il y a un retrait de l'État complètement, et puis lui, l'État, il était juste là pour
assurer les investissements, surtout étrangers. Et là, on voit qu'il y a une participation importante aussi bien dans les plans sociaux que dans les plans politiques et économiques. Pardon. Et il va construire, concernant la migration, il a créé un programme avec la CEPAL. Et donc il va créer les développements aussi dans la région, ce qu'on appelle le Triangle Norte, Guatemala, Salvador et Honduras. Et donc ce qu'il appelle lui les cortinas de développement, ça veut dire les rideaux de développement dans le nord, donc il va monter les salaires, et plus dans le nord pour éviter que ces gens-là ils passent vers les États-Unis parce qu'il y a une crise migratoire. Et après, tout un programme pour développer l'industrie, l'agriculture, des crédits qu'il va donner, des crédits à la parole, sans forcément, parce que les microcrédits n'ont pas résolu les problèmes des personnes qui sont à l'écart du système financier. Et on voit aussi dans la politique sociale, pour lui, la priorité, c'est les pauvres, donc il appelle ça primero los pobres, pour le bien de todos, primero los pobres. Et voilà, mais c'est assez intéressant. À côté de ça, il y a un autre plan national de développement beaucoup plus ciblé dans l'économie qui a été envoyé par le ministère des Finances. Et celui-là, il est beaucoup plus précis concernant comment il va arriver à avoir à faire des économies pour payer ces programmes sociaux et économiques, parce qu'il ne va pas augmenter la dette extérieure et il ne va pas non plus augmenter les impôts. Donc c'est assez intéressant de voir comment, grâce à la diminution de la corruption, il va arriver à faire tout son programme économique. On verra bien. Oui, du coup j'avais fait une sorte de petit résumé donc voilà, du développement économique, des problèmes. En gros, les secteurs qui étaient à privilégier donc, pour le développement économique, donc, qui avaient été prouvés par la CEPAL justement, et par tous les organismes et tous les programmes de développement qui avaient été mis en place ces dernières années, justement, avec cette hégémonie des programmes des partis et des présidents de gauche. Donc c'était tout ce qui était le monde urbain, la mobilité intra-urbaine, le logement et l'habitat, donc vous imaginez bien, les favelas, quelque chose comme ça, des problèmes concrets, l'accès à l'eau potable, le traitement des déchets dans les villes, et surtout ce qui avait été mis beaucoup en avant, c'était les grandes infrastructures régionales, donc les routes, les aéroports, enfin vraiment toutes ces choses-là. Et aussi les obstacles structurels à la croissance et au développement économique qui sont vraiment propres à l'Amérique latine. Donc la volatilité de la croissance, la faiblesse de la productivité, aussi donc, liée à cette question-là, la question de l'innovation. Par exemple, le PIB des pays latino-américains ne consacre que moins de 1% à l'innovation. Alors que quand on compare avec d'autres pays qu'on appelle en développement comme l'Asie, en Corée par exemple, Corée du Sud bien sûr, l'innovation tourne autour de 3% du PIB. Donc encore quand je dis 1%, c'est le Brésil qui atteignait à peine 1%, mais donc maintenant avec les politiques de Bolsonaro, ça va encore baisser, qui se situe autour de 1%, sinon tous les pays autour de 0,60, 0,70% du PIB. Et aussi donc les taux d'investissement productif, on n'avait pas assez d'investissement en interne, donc voilà des financements. Donc tout ça c'est aussi lié justement aux problèmes de corruption, de choses comme ça qui font qu'on ne consacre pas vraiment d'argent à tous ces programmes. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres Moi, j'aimerais savoir quelles sont les initiatives citoyennes dont vous parliez pour la Colombie. Ah oui, alors il y a les mouvements. Alors c'est des mouvements, il y en a plusieurs. C'est par exemple des personnes qui sont venues à Paris la semaine dernière qui s'appelait Rios Unidos. Donc
les personnes des fleuves unis et donc qui militaient contre les centrales hydrauliques qui perturbaient justement l'environnement, que ce soit la faune, que ce soit la flore. Donc voilà, contre ces gros projets et qui militaient, on va dire, pour leur mode de vie, donc leur culture, etc. C'est des populations, donc voilà, comme je vous le disais, plus pauvres que celles qui décident de ce genre de projet, bien évidemment. Donc voilà, il y a aussi, par exemple, en Amazonie, beaucoup de personnes qui vont dans ce sens-là. Et ça va être beaucoup de petits, on va dire, organismes comme ça, de groupements de personnes qui vont militer justement contre ces projets, contre ces programmes qui nuisent à leur mode de vie et à l'environnement. Mais du coup, ces personnes-là proposent vraiment d'autres modèles, d'autres alternatives pour un développement forcément moins inséré dans le modèle économique mondial, mais qui proposerait une alternative, notamment dans les domaines de l'écologie, de la protection de l'environnement, des choses comme ça. Personnes qui ne sont pas toujours écoutées, par exemple, par les instances de leur pays. Mais voilà, je pensais surtout à ce genre d'initiative. Et donc c'est vrai qu'après, en fait, c'est un peu comme des sortes d'ONG. C'est moins financé, etc. Mais c'est comme des sortes d'ONG et ça reprend vraiment toutes sortes de luttes, que ce soit pour l'environnement, pour l'écologie, mais aussi pour les droits sociaux, pour les droits des femmes. On a beaucoup d'initiatives justement féministes. Par exemple, en Amérique latine, un berceau, on va dire, du féminisme. Et ça fait, on voit vraiment des résultats, par exemple, pour le féminisme, même si on s'éloigne un petit peu du développement, mais c'est un développement social aussi. On a justement des lois qui passent sur des taux de participation. Par exemple, la considération d'un féminicide qui existe dans les juridictions de plusieurs pays en Amérique latine. Par exemple, c'est un terme qui n'est pas reconnu en France. Des choses comme ça, des avancées sociales aussi qui partent de ces mouvements civils. Voilà, il y en a plusieurs. Est-ce que la Cour interaméricaine agit aussi notamment pour influencer les différents pays d'Amérique latine dans la lutte contre la corruption, etc. La Cour interaméricaine de justice dans des affaires de corruption, alors là comme ça je me rappelle pas vraiment d'un cas en particulier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes pour la transparence, de choses comme ça. La Cour c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de cas de corruption, mais c'est des cas jugés en interne, c'est-à-dire que comme on a eu de nouvelles élections, on va avoir les nouveaux dirigeants qui vont envoyer vers les tribunaux, qui vont condamner ce qui passe en Argentine. C'est ce qui s'est passé avec le scandale Petrobras dans presque tous les pays d'Amérique latine. Mais est-ce qu'en général, elle n'influe pas avec sa jurisprudence sur la politique des pays, que ce soit socialement, économiquement parlant Si, la Cour interaméricaine, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui influe. Maintenant, c'est vrai que c'est pas à hauteur de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est on va dire moins fort. Mais oui, on a la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est vrai que ça fait longtemps du coup, il faut que je me remémore. Mais oui, on va avoir sur des questions liées aux migrations notamment. Les droits des femmes aussi. C'est vrai qu'il faut que je me remémore ça parce que j'ai oublié depuis. Je pense que pour les féminicides, sont récents, il y a des enquêtes qui s'étendent, en tout cas dans le nord du Mexique et la Ciudad Juárez.
Là, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui essaie de savoir qu'est-ce qui se passe parce que pour l'instant, il n'y a pas de coupables et de responsables. Mais c'est vraiment d'ici qu'est né, enfin de Ciudad Juárez, c'est vraiment d'ici qu'est né vraiment tout ce qui était au niveau de la Menos et tous ces mouvements féministes. Oui, c'est vrai que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, après c'est vrai que la Cour interaméricaine des droits de l'homme comprend aussi le Canada et les États-Unis. Donc forcément, elle va avoir un avis, on va dire, souvent remis en cause. Dans des affaires de violence, de corruption, de choses comme ça, elle est plus politisée que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. La Cour européenne des droits de l'homme, ça reste relativement neutre. Les pays acceptent, voilà, maintenant, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, du fait qu'elle siège à Washington, qu'il y a la présence des États-Unis, du Canada, c'est arrivé pour des cas de corruption, mais aussi de violence, par exemple. Je pense en ce moment à ce qui est en train de se passer au Nicaragua avec Manuel Ortega. Il y a des commissions qui viennent, qui se font rejeter. Il y a toutes ces questions d'ingérence, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour les droits des femmes, ça va plus être dans des cas précis, on va dire, qui va faire pression. Mais de là à ce que ça ait vraiment un impact, l'impact a été forcément moins fort que les mouvements civils en fait. Et c'est justement ça qui était intéressant, c'est que sur certains points, oui, elle va un petit peu améliorer, mais ça vient vraiment des personnes. Du coup, moi j'ai une dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que la question sécuritaire aussi, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont mené une guerre contre les drogues, il y a le problème aussi des États narcotrafiquants aussi. Vous ne pensez pas que c'est un gros frein aussi pour bien sûr. Au niveau du développement, rien qu'au niveau de la part de l'économie, le développement social, c'est un énorme frein. Il y a des personnes qui essayent de mettre des chiffres sur ce qui se perd et ça repose sur des milliards d'euros. C'est même une part très importante du PIB. Et donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui se fait. On a beaucoup de travail informel, de choses, beaucoup d'informalité de manière générale en Amérique latine qui font qu'on perd beaucoup parce qu'on n'arrive pas à structurer puisque c'est des choses qui ne sont pas recensées, on va dire. Mais oui, tout ce qui est narcotrafic et trafic de drogue, donc déjà ça a un coût très important sur l'économie, mais aussi sur les populations. Puisque ce sont des jeunes personnes qui n'iront pas faire d'études, qui ne feront pas de recherche, enfin ce qu'on peut attendre de la jeunesse d'un pays, qu'on perd avec ça, sur les avancées sociales aussi, on dit avec la peur, etc. Donc forcément ça fait partie des gros enjeux, des grosses problématiques de l'Amérique latine. C'est pour ça, mais ça passe aussi avec la corruption et le système de l'hyperprésidentialisme, des structures politiques qui font qu'on est entré dans un cercle vicieux depuis de nombreuses années. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous présentais ces modèles de développement alternatif pour justement voir si on n'arriverait pas à sortir justement de ces cercles qui reviennent et qui reprennent toujours les mêmes problématiques. Mais du coup, est-ce qu'il y a une politique commune aux États d'Amérique latine pour mettre fin à ce cercle vicieux? On arrive toujours aux mêmes alternances, en fin de compte. C'est-à-dire que les personnalités, les présidences qui se font élire, mis à part voilà, le cas du Mexique, mais sinon on reste toujours dans les mêmes personnalités. C'est-à-dire que voilà, en Bolivie, on va voir soit Evo Morales ou des personnes qui ont toujours resté dans la politique. En Argentine, je ne sais pas vraiment ce qui se dessine, mais ça va sûrement être un politicien qui a été là depuis plusieurs années. Ce sont toujours, on va dire, des fruits du système. Donc forcément,
c'était, on va dire, on sortait plutôt de ce contexte-là quand on était justement avec ces politiciens de l'hégémonie qui ont fait des programmes justement pour lutter contre ça. Maintenant, Bolsonaro ne va pas avoir... on va lutter contre la corruption en mettant en prison, par exemple, les anciens dirigeants. Il a fait une légalisation des armes, des choses comme ça. Après, à chacun de voir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution de favoriser l'accès aux armes chez les policiers, chez les militaires. Donc forcément, on va avoir un taux de mortalité qui va exploser chez les populations jeunes, dans les favelas, des populations qu'on appelle noires au Brésil, les plus pauvres, etc. Et puis finalement, est-ce que ça met vraiment fin du coup, à la corruption, parce qu'il y a un véritable népotisme en fait sous Bolsonaro qui se développe. Donc c'est une corruption qui est encore plus grave. Et j'avais vu un article, en fait il voulait mettre la pression au Congrès du coup pour la dissolution et pour un régime fort. Donc finalement, est-ce qu'on va pas vers une forme d'autoritarisme pour... Mais la démocratie brésilienne était déjà un petit peu en crise. On a vraiment une politisation des systèmes de justice, des médias aussi. Donc c'est difficile en fait pour nous de juger puisque c'est leur système qui est fait comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on avait d'autres dirigeants avant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé ce système-là? Voilà, on ne l'a pas fait. Mais oui, tout est politisé, tout est énormément politisé justement, et surtout au Brésil, même la justice. C'est ce qui s'est passé justement avec Lula, des gars comme ceux-ci. Merci. Oui.